Bonsoir. Bienvenue à cette web diffusion offerte par la Société de leucémie et lymphome du Canada. Les jeunes adultes et le cancer, la vie après l'épreuve. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Nadine Prévost, directrice de l'engagement communautaire. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle de la conférencière. Puisque vous participez en grand nombre, il sera possible de poser des questions à la fin, mais uniquement en ligne en utilisant la fonction chat. La présentation durera environ 45 à 60 minutes et sera suivie d'une période de questions d'environ 15 à 30 minutes. La présentation est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation PowerPoint. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Nous offrons du support aux personnes touchées par un cancer du sang tout le long du parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Plusieurs outils d'information sont à votre disposition sur notre site web sllcanada.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada finance 35 projets de recherche en 2018-2019 et a financé la recherche pour un total de 40 millions depuis 1955. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière Yasmine Kadri. Yasmine est une jeune survivante d'un lymphome de Hodgkin, diagnostiquée à l'âge de 17 ans. Elle a complété un baccalauréat en sciences biomédicales et poursuit présentement ses études en médecine à l'Université de Montréal. Lors de son parcours, elle s'est impliquée en recherche biomédicale axée sur le cancer et l'immunothérapie. Elle a également été longtemps bénévole en soutien psychosocial auprès des personnes atteintes de cancer. Aujourd'hui, elle s'intéresse au parcours d'une personne à travers l'expérience de la maladie, à la survivance et aux mécanismes de résilience qui y sont associés. À toi, Yasmine. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir là, pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de parler de la survie ou ce qu'on appelle en anglais le survivorship. Donc, ça me touche personnellement parce que j'en suis à ma presque 10e année de rémission post-lymphome de Hodgkin. Puis quand j'ai été diagnostiquée à l'âge de 17 ans, on me disait le Hodgkin, c'est un cancer des jeunes. C'est un cancer qu'on retrouve surtout chez les jeunes adultes ou les jeunes adolescents. Malgré que je comprends bien que c'est un cancer qui peut toucher ce groupe d'âge-là, je trouvais quand même que c'était un petit peu contre-intuitif là, de mettre les mots cancer à côté du mot jeune, étant donné que quand on est jeune, on n'est pas supposé être malade, là, globalement. Mais à travers mes traitements, puis à travers mon début de maladie, j'entendais là, souvent des personnalités publiques ou des gens qui étaient passés à travers le cancer qui me disaient, vous savez, une fois qu'on a un cancer, on veut changer certaines choses dans notre vie, on veut vivre une vie un petit peu plus sereine, on voit qu'est-ce qui est plus important, on relative plus, on prend ça un petit peu plus relax, on décide de petit peu parfois même moins travailler. Puis je trouvais que c'était un beau discours pour une personne qui avait 60 ans ou 70 ans, qui était en fin de carrière, mais pour une jeune personne qui commence sa vie, puis qui doit se prouver, commencer des études, rentrer sur le marché du travail, bâtir une carrière, bâtir une vie professionnelle ou personnelle, je trouvais que ça me correspondait moins. Puis je pense que ça correspond moins aussi à plusieurs d'entre vous qui êtes des jeunes adultes également. Donc, la question pour moi, c'était de savoir bien, comment est-ce qu'une jeune personne qui a un cancer peut, à travers cette expérience-là, puis à la fin de cette expérience-là, réintégrer sa vie, puis continuer une vie normale de jeune adulte, tout en comprenant l'impact de ce qu'une maladie aussi grave peut signifier. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu un lièvre, hein, j'avançais rapidement, je fonctionnais bien à l'école, tout se passait bien, j'avais beaucoup de confiance. Puis j'ai été ralentie par la maladie, d'où un petit peu l'analogie avec le fable de La Fontaine que j'aime bien.
Donc, à la lumière de cette réflexion-là, ma question pour vous, c'est de savoir comment est-ce que nous, on va réintégrer un parcours de vie dans les mêmes défis qu'une personne de notre âge normal, dans le respect aussi de nos objectifs et de nos rêves antérieurs au cancer, mais tout en se respectant en tant que personne qui a vécu quand même une maladie grave. Puis, comment est-ce qu'on va le faire aussi dans un contexte où on peut avoir, par contre, des limitations post-maladie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire à travers ce webinaire-là. C'est ce qu'on va discuter un petit peu, c'est comment est-ce qu'on réintègre une vie après un cancer. Au niveau là, de la présentation, c'est sûr que je vais discuter, je vais parler d'un survol des différentes étapes qu'on peut traverser après un cancer. Il faut savoir qu'il n'y a pas un parcours linéaire pour tout le monde. Chacun est différent. Mais quand même, à travers mon expérience et à travers les discussions que j'ai eues avec d'autres survivants, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des étapes qui étaient communes à chacun d'entre nous, que je pense que je vais être capable d'illustrer aujourd'hui. Puis l'impact un petit peu du cancer sur les différentes sphères de notre vie. Aussi, je vais m'attarder un petit peu plus au travail parce que pour un jeune adulte, l'intégration du marché du travail, c'est quand même l'étape la plus importante de sa vie. Donc, j'ai fait une petite revue de la littérature. On s'intéresse beaucoup au survivorship dans les dernières années parce qu'on guérit plus de cancers. Donc, j'ai pu voir un petit peu qu'il y avait des études qui avaient été publiées à savoir c'est quoi les défis qui sont encourus par les jeunes patients. Puis, un petit peu comment pallier à ces défis-là, c'est quoi les outils, que ce soit psychologique, de coping, vraiment les outils pratiques pour pallier à ces défis-là. Puis, ce que j'aimerais également, c'est de générer une petite introspection en chacun d'entre vous tout au long de la rencontre, étant donné que chaque personne vit sa vie de façon très, très unique, je pense que ça peut être bien d'avoir une petite introspection personnelle à savoir comment moi, ça m'a affecté dans mon parcours. Puis, de normaliser également le vécu. Puis, j'aimerais vous parler finalement de deux outils de coping que je trouve qui sont quand même intéressants, l'empowerment et l'auto-indulgence, qu'on entend peu parler. Puis, on verra un petit peu en quoi ça consiste. Avant, le cancer, c'est ce genre d'expérience-là qui est tellement significative qui va segmenter la vie en un petit peu 3 étapes. La vie avant le cancer, la vie pendant le cancer, puis la vie après le cancer. Une des choses que je trouve qui est importante, c'est de comprendre un petit peu qui on était avant le cancer. Parce que pour comprendre comment est-ce qu'on va coper avec la maladie ou avec les séquelles ou les étapes après le cancer, c'est important de savoir qui on était avant. C'est pour ça que j'ai tracé un petit peu un diagramme là, d'un individu, de l'individualité d'une personne, de voir à peu près c'est quoi les pôles que je trouve qui sont les plus importants pour la survie après le cancer. Puis, un des pôles, c'est les valeurs. Que ce soit les valeurs propres à la personne par rapport, par exemple, ses valeurs personnelles, ses valeurs, que ce soit les valeurs, par exemple, pour moi, ce qui était important, c'était la carrière, ou ce qui était important, c'était la famille, ou ce qui était important, c'était le développement personnel. Mais également la valeur qu'on s'accorde à soi-même en tant que personne. Par exemple, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Ça fait partie un petit peu des valeurs intrinsèques d'une personne. Puis les valeurs extrinsèques, ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes qui est important pour nous. C'est important de comprendre ce qui est important pour nous parce que s'il y a des pertes au cours du processus de maladie, on est mieux en mesure de comprendre les deuils qu'on avait à faire puis comment se redéfinir aussi à travers ces pertes-là. Également, les expériences antérieures, ce que j'appelle les événements. Parce que avant d'être malade, avant d'avoir un cancer, on a vécu des choses. On a peut-être eu des deuils familiales, des deuils amoureux également. Peut-être qu'on a eu d'autres maladies, d'autres problèmes de santé. Peut-être qu'il y a eu d'autres problèmes dans l'enfance ou dans l'adolescence qui ont été marquants puis qui nous ont défini, qui ont surtout défini nos mécanismes de résilience, nos mécanismes de coping également. Donc, je pense que c'est important de faire une introspection personnelle à savoir c'était quoi les éléments qui ont été des stresseurs avant, qui peut-être nous ont laissé avec un petit peu plus de fatigue pour attraper c'est-à-dire pour attaquer la maladie du cancer, versus ceux qui ont été des renforceurs, qui nous ont permis de nous bâtir une identité puis une estime de nous qui nous ont permis de combattre justement la maladie puis de passer à travers les étapes qui vont suivre.
Je pense que c'est important de parler de ça parce que la maladie, en fait, elle ne vient pas dans la vie pour tout prendre la place et nous définir en tant que personne. La maladie s'ajoute à quelque chose qui était déjà préexistant. Et une des choses qui était préexistante et qui correspond au troisième pôle, c'est les capacités. Donc, avant d'être malade, avant d'avoir des séquelles physiques, intellectuelles ou autres, on avait également des capacités avant. Donc, quelles étaient vos capacités physiques, intellectuelles? Est-ce que pour vous, c'était facile de fonctionner, que ce soit dans les études, que ce soit au travail, ou est-ce qu'il y avait déjà des choses qui étaient un petit peu plus difficiles? Également émotionnelles, sociales, parce que ces capacités-là, c'est aussi c'est des bases sur lesquelles on va finalement avancer, puis le cancer va venir s'inscrire dans tout cet ensemble-là qui est l'individu. Évidemment, une fois que le avant est passé, bien, il y a eu la maladie. Puis là, la maladie, ça a été un choc pour plusieurs, puis ça a été pour plusieurs également un arrêt forcé dans probablement plus d'une sphère de la vie. Pour un jeune adulte ou une personne aux études, ça a parfois été un arrêt. Moi-même, pour moi, ça a été un arrêt des études de façon temporaire. Mais c'est quand même un arrêt qui est forcé. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, puis c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement voulu, évidemment. Puis, on n'est pas non plus tous égaux face à un diagnostic de cancer. Et certains vont avoir des pronostics plus sombres, d'autres plus favorables. Certains avaient des pronostics sombres, mais finalement une évolution qui était favorable, tandis que d'autres, le pronostic était favorable avec une évolution qui était finalement moins favorable. Donc, il y a eu quand même des stresseurs à l'intérieur même du cancer, à l'intérieur même des traitements, où il y a eu des surprises parfois, avec des effets secondaires qui ont été plus difficiles qu'anticipés, parfois des non-réponses, puis évidemment des récidives précoces et des choses qui viennent s'ajouter au poids d'un diagnostic initial. Parce que lorsqu'on est diagnostiqué initialement, on s'attend ou on a espoir que dans notre malchance, mais on va avoir quand même une évolution qui va être favorable, puis que ça va bien aller, mais ça peut être le cas pour tout le monde. Donc, pour ceux qui l'ont vécu, ça a également été des stresseurs ajoutés qui doivent être pris en considération dans la façon dont on va aborder la vie après le cancer. Moi, je fais souvent l'analogie du cancer comme étant en fait, je fais l'analogie dans la vie de la maladie comme un funambule un petit peu. Moi, je pense qu'il existe une espèce de ligne qui sépare la vie de la mort, mais que la maladie, bien, elle nous place un petit peu sur cette ligne-là, sans garantie si on va basculer d'un côté ou de l'autre en début de maladie. C'est vraiment l'évolution qui nous le dit après. Donc, c'est pour illustrer à quel point la maladie peut être traumatique dans le sens où une maladie grave comme le cancer est une maladie qui met la vie en danger. Donc, c'est pas, j'ai dit en médecine, il y a des choses qui sont moins graves, il y a des choses qui se guérissent bien, puis il y a des choses qui sont plus graves, puis le cancer en est une. Je pense que c'est important de prendre conscience de ça parce que l'étape qu'on a, on ne revient pas d'un cancer comme on revient d'une grippe ou comme on revient d'un rhume. Puis c'est quelque chose que malheureusement, les gens autour ne comprennent pas toujours rapidement. Et que vous, en tant que patient ou en tant qu'ancien malade ou que survivant, devez la knowledge pour vous-même, dans le fond. Puis, évidemment, ben, après la maladie, vient un petit peu la survie. Mais avant de parler de la survie, je veux vous parler de la résilience. Parce qu'on entend beaucoup parler de la résilience en maladie, puis on a des définitions un petit peu différentes d'une personne à l'autre. Moi, ce que j'aime bien dire de la résilience, c'est que c'est un processus qui est très complexe. Hein. C'est un processus qui n'est pas... certains le définissent de façon très simple comme une trajectoire qui nous permet de revenir un petit peu à un état fonctionnel malgré l'adversité. Mais moi, je pense que c'est quand même un élément d'ensemble qu'un individu va mobiliser pour s'adapter à un stresseur. Donc, ces éléments-là, quand je parle d'éléments d'ensemble, mais je parle d'outils psychologiques, par exemple, les mécanismes de défense psychologique, les mécanismes de coping. C'est également les traits de personnalité. Parce que, par exemple, pour s'adapter à une situation comme la maladie, bien, si, par exemple, vous étiez une personne qui était organisée, puis que vous avez pris en charge vos traitements, vous étiez organisé et assidu, puis compliant dans vos traitements, c'est quelque chose qui vous permet de vous adapter à votre nouvelle réalité. Donc, c'est des traits de personnalité que vous possédez déjà, des capacités également physiques, mais on peut nommer plein d'autres éléments là, qui composent un individu qu'un individu va utiliser
pour pouvoir s'adapter face à ce stresseur-là. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que dans un article, il y a des auteurs qui parlaient de la résilience, qui parlaient qu'elle était souvent définie un petit peu comme quelque chose qui était présent ou qui était absent. Mais pour eux, c'est pas quelque chose de binaire, c'est pas quelque chose qui est blanc ou noir. C'est plus comme un continuum, en fait. C'est quelque chose qui peut être présent à différents degrés, qui peut être présent dans certaines sphères de la vie, mais absent dans d'autres. Par exemple, un individu peut s'adapter très facilement pour un certain contexte. Vous avez peut-être vécu votre cancer avec beaucoup de résilience, mais après, le retour au travail, aux études a été plus difficile. Pourtant, retourner aux études ou faire un devoir ou faire des exercices, c'est beaucoup moins difficile que de passer à travers 6 ou 10 mois de chimiothérapie, mais ce l'était plus parce que ce n'est pas un processus qui est statique dans le temps, c'est un processus qui est dynamique. Puis, une des choses que je pense qu'il est important de le reconnaître, c'est que chaque personne, à travers son cancer, va mobiliser une certaine énergie pour passer à travers les traitements. Mais parfois, arriver à la survie, c'est comme un puits qui est vidé. Il y a comme une réserve d'énergie qui n'est plus là parce qu'on l'a utilisé pour les traitements. Alors, c'est important de reconnaître que la résilience, c'est quelque chose qui était en somme en vous, mais qu'il faut savoir mobiliser, puis qu'on peut s'épuiser aussi dans la mobilisation de notre résilience. Donc, quand on va parler plus tard de stratégie de coping, on va parler de savoir comment est-ce qu'on peut aller rechercher justement cette résilience-là. Puis, toute l'importance de se connaître en tant qu'individu, c'est aussi de savoir où sont nos forces, puis nos faiblesses, mais particulièrement nos forces, pour savoir justement, bien, dans ce mécanisme de résilience-là, c'est où que moi, j'ai été plus efficace pour m'adapter. Si on reconnaît ça pour nous-mêmes, bien, face à une situation qui est stressante, face à un défi amené plus tard, on va être en mesure de mieux mobiliser ces outils-là. Donc, également, on arrive maintenant à la survie. La survie, encore une fois, de la vie après le cancer, moi, je le divise en 3 segments temporels. Parce que on ne vit pas les mêmes choses en fonction d'à quel point on est proche du moment de la fin des traitements. Donc, il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme. Le court terme, ça correspond là, aux semaines, aux mois qui suivent la fin des traitements. Puis, ce qui est particulier avec le court terme, en fait, c'est les émotions qui sont différentes d'un segment temporel à l'autre. En court terme, on a quand même un grand soulagement. Hein? Je pense qu'on a tous ressenti le soulagement de ne plus avoir le traitement, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie ou les autres modalités de traitement qui existent. Il y a un soulagement d'être libéré de ça. On se sent guéri. La vie peut recommencer. On peut commencer à se reconstruire. Mais en même temps, c'est aussi de l'inconnu qui s'en vient. Parce que là, on a peur. Est-ce que cette maladie-là va revenir? Est-ce que cette rémission va être soutenue dans le temps? C'est quelque chose qui est un petit peu, qui est incertain dans les premiers mois, d'autant plus que le suivi médical dans les premiers mois est plus serré qu'à 5 ans de rémission, par exemple. Mais également, le suivi médical est un petit peu plus serré en fin de traitement, mais les mois que lorsqu'on était en traitement. Puis, il y a cette notion d'abandon qu'on a souvent décrit dans les articles scientifiques que les patients ressentent, qui est un abandon par le corps médical, de sentir comme quoi que, étant donné que le corps médical est plus aussi présent pour être directif puis nous orienter dans les traitements, on sent un petit peu comme si on était au dépourvu. On sent comme si on avait moins d'accès pour chaque chose qu'on peut ressentir. Quand on était en traitement, si on avait un symptôme, c'était facile d'appeler l'infirmière pivot, d'appeler pour avoir un rendez-vous rapidement. On était vu rapidement, mais là, une fois post-traitement, on dirait qu'on se sent un petit peu plus abandonné dans ce sens-là. Il faut savoir que ce n'est pas un abandon, mais que c'est une étape, puis c'est une étape qui est positive parce que si on a moins besoin de consulter, ou moins besoin d'être vu par un professionnel, si votre médecin ou votre équipe médicale d'oncologie a moins besoin de vous voir, c'est parce que quelque part, ils sont moins inquiets et que vous allez mieux dans votre maladie. Mais ça peut être quand même perçu de cette façon-là. Puis également, il y a quand même un sentiment de solitude qui est également rapporté par plusieurs personnes parce que pour les autres, pour l'entourage autour de soi, l'étape la plus cruciale, la plus limitante, c'était le combat de la maladie.
Par contre, pour nous, c'était comme un moment de survie à ce moment-là. Puis la vie, elle continue après la maladie. Et pour les proches, ben, c'est un petit peu comme si la maladie était déjà derrière eux, mais pour nous, elle ne l'est pas. Pour les malades, elle ne l'est pas derrière eux encore, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, de prise de conscience, puis justement d'introspection par rapport à la vie qui vont embarquer, puis on réalise un peu plus qu'on a été malade. Ça a été très facile pour les autres personnes de l'extérieur de nous voir être malades parce qu'ils ont observé. Mais pour nous, en tant que personne qui est en train de combattre, qui était dans l'action, ben c'est comme une réalisation psychologique de ce qui vient d'arriver. Et donc, la solitude peut se refaire sentir dans ce moment-là. Également, ben, il y a le moyen terme. Bon, le moyen terme, en fait, je parle plus là, à ce moment-là des premières années de rémission. C'est quand même assez crucial ces années-là parce que toutes les études le démontrent, particulièrement en leucémie lymphome, que les récidives, la majorité des récidives en leucémie lymphome vont arriver dans les premières années, puis même dans la majorité des cancers solides également. Mais vont arriver dans les premières années de rémission, les 3 premières années tout précisément. Donc, mais en même temps, on est loin des traitements. Pour la majorité, on a repris une apparence physique plutôt normale. Les gens qui avaient perdu du poids ont repris du poids. Les gens qui avaient perdu leurs cheveux ont repoussé. Il y a comme quand même quelque chose, une reprise physique qui nous éloigne un petit peu des traitements, mais en même temps, c'est aussi une période où on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est une grande incertitude. Si je récidive, est-ce que je vais m'embarquer ou m'investir dans l'avenir puis dans mes projets de façon foncer dans tous mes projets alors que je ne sais pas si demain matin, mais je vais avoir une récidive quand je vais aller à mon rendez-vous médical. C'est des choses qui peuvent nous freiner ensuite dans le retour à la vie normale, dans le retour particulièrement aux activités académiques et professionnelles. Donc, c'est aussi une prise de conscience sur l'expérience qu'on a vécue avec beaucoup de pensées et beaucoup de questions existentielles. Puis, chez un jeune adulte, il faut comprendre que dans une vie là, sans maladie, tout le monde va avoir des questions existentielles. Les questions existentielles sont surtout précipitées par les événements qu'on vit, par les épreuves qu'on vit. Mais quand on regarde chez une personne qui n'a pas été malade jeune, ces questions-là, c'est des choses qui apparaissent plus tard dans la vie. Mais pour un jeune adulte, ça va apparaître juste après le cancer, ça va apparaître tôt. Puis on recherche un sens à cette maladie-là. Malheureusement, quand on est jeune, quand on a 18, 19 ans, 25 ans parfois même, on n'a pas toujours les outils non plus psychiques pour répondre à ces questions-là. Donc, ça peut créer comme un blocage ou une incertitude sur pourquoi on a vécu tout ça, dans l'optique aussi de se donner un sens à travers la maladie. Puis finalement, le long terme, là, je parle post-rémission complète. Hein. Après 5 ans, on est considéré en rémission complète. Certains vont dire, pour la majorité des cancers, on considère qu'après 5 ans, vous retombez en fait au même pourcentage de la population d'avoir ce même cancer-là, d'où le terme de rémission complète. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retomber malade, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas plus à risque que l'autre à côté d'avoir cette même maladie-là après 5 ans. Mais après 5 ans, c'est également là où on va voir des effets parfois à plus long terme apparaître. Puis, où la peur parfois des effets à long terme qui peuvent nous limiter. Un des aspects qui a été le plus décrit, c'est l'enjeu de la fertilité chez les jeunes personnes qui veulent avoir des enfants puis qui sont contraints d'avoir soit des enjeux de fertilité ou de réutiliser par contre des prélèvements de vulve ou un prélèvement de spermatozoïdes qui avait été fait avant avant la maladie. Puis ça nous ramène un petit peu à ce qu'on a vécu. Il y a les risques également des troubles métaboliques, des problèmes liés à la radiation. Donc, tous les effets secondaires à plus long terme apparaissent à ce moment-là. Puis, c'est une période pour certains qui soit dans le dépistage de ces problèmes qui peuvent survenir et puis qui ne vont pas nécessairement survenir, mais ça peut être pour certains de revivre aussi l'expérience du cancer à travers ces dépistages-là. Dernièrement, j'avais une personne dont je connais qui a eu un cancer en lymphome très jeune. Elle a eu une irradiation au niveau du médiastin. Évidemment, elle a été maintenant, elle a atteint un certain âge où elle doit faire des mammographies plus jeunes
pour le dépistage du cancer du sein à cause des radiations qu'elle a reçues. À chaque fois qu'elle fait sa radiographie, sa mammographie, mais elle revit un petit peu l'expérience traumatique du cancer. Ça lui rappelle ce qu'elle a vécu. Puis également, bien, ça lui rappelle que son risque est plus grand à elle d'avoir d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qui doit être abordé pour qu'on puisse comprendre c'est quoi l'anxiété puis le stress post-cancer vient d'où un petit peu. Donc, le cancer également bien, affecte toutes les sphères de la vie d'une personne. Puis je mets le patient au centre parce que toutes les sphères autour, ça fait en sorte que ça définit le patient dans son individualité. Puis le travail et l'éducation, c'est la sphère dont le jeune adulte est le plus concerné. C'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Reprendre une vie normale, puis le retour aux études après le cancer n'est pas quelque chose de banal. En fait, une étude qui avait été publiée démontrait que 63% des jeunes adultes retournaient au travail ou continuaient de travailler. Quand on y pense, ça fait qu'à peu près le tiers vont soit avoir un délai dans le retour au travail ou aux études ou vont cesser carrément à cause de limitations. Puis les défis, les limitations qui ont été les plus rapportées, ça a été la baisse de la concentration, soit liées ou non au traitement, la diminution des capacités physiques, mais vraiment cognitives. Donc, on va parler un petit peu de c'est quoi les habiletés cognitives. La fatigue également. Puis la fatigue, c'est quelque chose dont on va parler dans les habiletés fonctionnelles physiques, mais c'est aussi quelque chose qui est difficile à c'est difficile à quantifier pour une personne. Donc, c'est quand même un symptôme qui a été très rapporté, la détresse. Puis, bien, une jeune personne, on parlait plutôt que quand on vit une expérience aussi significative que le cancer, on peut être amené à se redéfinir, on peut être amené à redéfinir également nos priorités. Puis tout ce changement-là de redéfinition ou relativiser nous amène à nous dire est-ce que c'est ce que je voulais vraiment faire avant, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc les changements de plan, ça rajoute aussi un certain stresseur. Si on savait où on s'en allait, puis on ne sait plus, bien, ça peut être quelque chose qui nous amène un petit peu plus de stress et d'anxiété et d'angoisse. Puis bien, de s'adapter aussi aux ajouts de responsabilité parce que c'est pas parce qu'on a été malade qu'on va pas partir en appartement, qu'on va pas prendre les responsabilités d'un adulte normal. Donc, c'est cet ajout-là, avec l'ajout des responsabilités aussi liées à notre suivi médical. On doit prendre en charge notre suivi médical également. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter. Je pense que une des choses dont je voulais vraiment discuter dans les habiletés fonctionnelles physiques, puis qui peuvent être atteints, évidemment, on sait tous que si, par exemple, vous avez eu un sarcome à la jambe, vous avez eu, par exemple, une amputation, ça va créer une incapacité qui n'était pas présente avant. Il y a des choses qui sont évidentes. Si vous avez eu une irradiation, je ne sais pas, au niveau, par exemple, du pelvis, puis vous avez des diarrhées ou de la constipation à long terme, c'est un symptôme physique qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut mettre le doigt dessus. Un des symptômes qui est difficile à mettre le doigt dessus, qui est moins grave aussi, mais qui affecte énormément les patients, c'est la fatigabilité. C'est quelque chose dont beaucoup de professionnels reconnaissent, mais beaucoup ont plus de difficulté à le reconnaître comme étant vraiment un effet ou pas lié au cancer parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants à la fatigue. Prenez un adulte normal qui n'a jamais été malade, il va vous dire qu'il est fatigué. Par contre, ça a été démontré que la fatigue qu'on retrouve chez les gens qui ont vécu un cancer. Puis j'ai l'exemple ici des lymphomes Hodgkin et non-Hodgkin, ça a été quand même assez bien écrit dans la littérature, mais ça a aussi été décrit pour d'autres types de cancers, dont les masses solides. C'est une fatigue qui est un petit peu plus importante, c'est une fatigue qui persiste également. C'est comme une sensation d'épuisement, comme si que la réserve d'énergie était moins grande. Puis elle a été rapportée quand même chez un nombre significatif de patients. Puis une chose qui a été rapportée, c'est qu'elle n'était pas nécessairement corrélée au diagnostic, au pronostic initial. Donc, même si c'est une maladie qui n'était pas nécessairement extensive, la fatigue peut être grande après quand même. Les facteurs qui prédisent cette fatigue à long terme ne sont pas connus, en fait. On dit souvent que les femmes sont un petit peu plus à risque, mais on n'a pas vraiment des facteurs qui ont été bien connus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être attribuées. Par contre, comme par exemple les traitements ou la guérison, si vous avez eu une chirurgie puis que vous avez ensuite récupéré cette chirurgie-là, mais vous avez fait des traitements de chimiothérapie puis la radiothérapie subséquente, mais l'accumulation de plusieurs agressions par des traitements peut créer une fatigue qui va être plus difficile de remonter après. Également, le déficit immunitaire, certains peuvent
peuvent avoir gardé certains déficits immunitaires post-traitement. On le décrit un petit peu dans le cas du lymphome de Hodgkin, ce qui fait en sorte qu'il nous met plus à risque, par exemple, de certaines infections virales. Et donc, ça peut faire en sorte que l'accumulation d'épisodes viraux un après l'autre va nous rendre plus fatigués. Puis la fatigue psychologique et l'épuisement, ben, c'est non négligeable et c'est probablement une cause qui est très, très fréquente. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête, ça veut simplement dire que c'est quelque chose que le cerveau, la tête travaille, donc c'est quand même fatigant d'avoir à vivre à tous les jours avec des questionnements malgré le fait qu'on prend une vie normale. Mais ce que je trouve qui est important quand même, et ça c'est vrai pour n'importe quel autre symptôme, c'est pas parce qu'on a un symptôme après un cancer que c'est nécessairement lié à notre cancer. Donc, c'est important quand même d'éliminer les autres causes de fatigue. Vous pouvez avoir eu un lymphome à l'âge de 18 ans, puis à 25 ans, avoir un petit problème de thyroïde qui fait en sorte que vous êtes plus fatigué. Donc, je pense que c'est quand même, si la fatigue est importante à un point où ce que vous vous sentez incapable d'aller travailler, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut consulter pour, puis aller chercher les autres causes qui peuvent expliquer une fatigue. Puis évidemment, ben, une des choses qui est quand même assez unanime dans les études, c'est que si on maintient une hygiène de vie qui est adéquate avec un bon sommeil, puis une bonne alimentation, puis de réduire des heures de travail raisonnables, on peut diminuer de façon significative cette fatigue-là. Donc, en quelque sorte, c'est une façon de dire à chaque personne qui passe à travers un cancer de prendre soin de soi après le cancer également. Et c'est une façon aussi de diminuer un petit peu la fatigue après le cancer. Les habiletés fonctionnelles cognitives, quand on parle de cognition, on parle de plein de processus mentaux qui font référence à l'acquisition des connaissances. Ça peut être la mémoire, la concentration, les facultés intellectuelles, etc. Pour certaines personnes, la cognition va être affectée après les traitements, puis ça peut même engendrer un délai dans la reprise des activités professionnelles. Puis ce qui était le plus rapporté, ça a été la diminution de la concentration et de l'attention. Et ça, c'est quelque chose que, encore une fois, est difficile un petit peu à mettre le doigt dessus, mais qui est normal de vivre et qui finit par partir avec le temps pour plusieurs personnes. Et donc, c'est quelque chose que, encore une fois, il faut savoir reconnaître quand on le vit, se dire, est-ce que je suis un petit peu plus, je suis moins concentrée parce que je pense à autre chose, parce que je pense tout le temps à quelque chose qui me tracasse, ou est-ce que même si j'ai rien qui me tracasse, je me sens quand même moins concentrée, je sens que j'ai moins d'attention. Mais ça peut être lié au traitement que vous avez reçu ou simplement à la maladie. Puis également, bien, une des choses, puis particulièrement pour les jeunes adultes, qu'il faut discuter, c'est le changement puis les perceptions corporelles. Avoir un cancer à un jeune âge avec une perte de cheveux qu'on appelle l'alopécie, des cicatrices, parfois des amputations, parfois des changements de poids. C'est des choses ou des séquelles là, vraiment là, quand même physiques là, assez apparentes de traitement ou de la tumeur en soi. C'est des choses qui vont affecter même la reprise au travail. Ça va avoir à quel point on se perçoit en tant que à quel point on perçoit notre image de soi comme étant négative va avoir un impact sur notre qualité de vie, mais également sur la façon dont on va entrer dans la vie, puis prendre des projets, puis aller de l'avant au niveau professionnel et académique. Puis je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que le travail en soi, c'est quand même une représentation ou un reflet de soi-même à travers une compétence qu'on acquiert et qu'on exerce. Et l'image de soi, ben, c'est le reflet qu'on donne aux autres personnes. Donc, lorsqu'on a nous-mêmes une image de soi qui est altérée, ben, ça peut être difficile d'aller vers l'avant, vers les autres, vers de nouveaux projets. Alors, je pense qu'il faut le reconnaître d'une part, et d'autre part, d'accepter les changements qu'on a pu avoir à travers cette maladie-là, puis de voir les stratégies qu'on peut pallier. Hein. Si par exemple, on a eu des changements de poids importants. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Si on a eu des changements corporels, est-ce qu'il y a des changements, par exemple, au niveau de l'alopécie ou une diminution de la pilosité? Est-ce qu'on peut utiliser d'autres stratégies au niveau esthétique qui vont nous permettre de nous aider à aller de l'avant? Je pense que c'est pas superficiel. Je pense que c'est justement une façon ou une solution qui va nous permettre d'embarquer dans la vie et de se sentir moins freiné également par la maladie. Puis, je pense qu'une des choses dont j'aimerais discuter, c'est l'importance de reconnaître
les changements, les perceptions qu'on avait avant également la maladie. Parce que ça peut être lourd d'attribuer au cancer toutes les difficultés qu'on acquiert en post-traitement ou en survivance. Il y a des choses qui pouvaient être présentes avant. Parfois, l'image de soi n'était pas nécessairement positive avant la maladie, mais ça a été juste la maladie, ça a été la goutte ou l'agresseur qui est venu déséquilibrer une personne. Donc, c'est important de reconnaître à quel point avant, on avait des perceptions positives de nous-mêmes pour pas qu'on rajoute à la maladie un poids qui ne lui revient pas. Et c'est la même chose également pour les autres symptômes qu'on pourrait ressentir post-traitement. Comme j'ai dit plus tôt, c'est pas parce qu'on a un nouveau symptôme qui apparaît que c'est nécessairement lié à la maladie. D'où l'importance d'avoir un médecin de famille ou un médecin généraliste qui va nous prendre en charge de façon globale, puis voir un petit peu juste notre globalité, puis pas juste l'équipe oncologique qui, elle, se concentre particulièrement sur le cancer. Et à ce propos-là, c'est un petit addendum que je fais, c'est difficile pour certains d'entre vous d'avoir un médecin de famille après la maladie. Je pense que c'est important puis de se passer le mot, de commencer tôt, même en cours de traitement, de faire les démarches pour obtenir un médecin de famille, que ça soit avec l'équipe d'oncologie qui peut faciliter ces démarches-là pour pouvoir avoir un suivi à long terme, une fois le suivi de 5 ans fini avec l'oncologue, de pouvoir avoir un suivi quand même avec un médecin de famille dans tout ça. Une autre chose, c'est de parler des symptômes de dépression parce que ça a été rapporté que les personnes qui ont eu un cancer vont avoir comme expérience plus de symptômes dépressifs, une persistance d'humeur qui va être plus triste, des sentiments négatifs après le cancer. Et les principaux, c'est vraiment la peur liée au cancer, à la récidive également. Les éléments de stress post-traumatique. On a quand même été confrontés à la mort, puis de l'anxiété. Mais par contre, c'est des symptômes qu'on dit qui sont subcliniques, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux critères de la dépression. Je vous ai mis les critères de la dépression à côté à titre indicatif, mais on utilise un livre qui s'appelle le DSM-5 qui est un petit peu les lignes de conduite pour déterminer c'est quoi vraiment une dépression clinique. Et ce qu'on se rend compte chez les personnes qui ont eu une maladie grave, et certains d'entre eux peuvent avoir des dépressions cliniques après la maladie également, ça peut être un problème qui survient, mais beaucoup vont sentir des symptômes de façon fluctuante sans nécessairement avoir une dépression clinique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir parce qu'on a fait une dépression clinique, au contraire, les études le démontrent bien qu'il y a tout à gagner d'aller chercher une thérapie de soutien ou que ce soit une thérapie avec un psychologue cognitivo-comportemental a été une des approches les plus recommandées, avec ou sans traitement pharmacologique. C'est dépendamment de l'atteinte, dépendamment à quel point ça vient vous atteindre dans votre fonctionnalité et dans la vie de tous les jours, et évidemment selon l'opinion de votre professionnel de la santé. Puis, des méthodes de relaxation, et la pleine conscience est quand même très étudiée dernièrement, mais de se grounder, de revenir à soi-même, puis de se maintenir à l'instant présent, c'est des choses qui peuvent aider avec les symptômes dépressifs. Donc, d'avoir une humeur triste, c'est normal, on peut tous se sentir triste par moment, mais que cette persistance-là reste à tous les jours, qu'elle vienne vous incapaciter dans votre travail ou dans vos études, qu'elle ait un impact sur votre vie quotidienne ou sur vos proches, à ce moment-là, ça peut être moins normal un petit peu, puis je pense que ça peut être un indicateur d'aller consulter. Également, on parle souvent de détresse psychologique. La détresse psychologique et le stress post-traumatique a quand même été étudié et mis en évidence chez une bonne partie des patients. Ça ne veut pas dire que chaque patient a un stress post-traumatique, mais beaucoup peuvent ressentir certains symptômes qui sont liés à ça. Et donc, c'est quand même une expérience qui est traumatisante, il faut le reconnaître. Puis, il y a des facteurs qui nous prédisposent un petit peu plus. D'être une femme, ça nous prédispose un petit peu plus, selon les études. Également, d'avoir eu des éléments traumatiques par le passé aussi, ça peut être des stresseurs qui se rajoutent, de manquer de support social ou familial, d'être loin de la famille ou des parents ou d'avoir une coupure à ce niveau-là, des coupures relationnelles, ça peut engendrer plus de détresse psychologique. Puis, encore une fois, les difficultés liées à l'image de soi et à l'identité, c'est des choses qui viennent encore plus accentuer la détresse. Donc, d'où l'importance, tout à l'heure, quand je parlais de l'image de soi, c'est pas quelque chose d'esthétique ou de superficiel, c'est vraiment un reflet de soi-même
et c'est important de le reconnaître puis de se pencher sur cette issue-là quand on vit ces difficultés-là. C'est sûr que tout ça, c'est bien beau de reconnaître qu'on peut avoir tous ces problèmes-là, mais je ne veux pas non plus vous accabler puis vous dire parce que vous avez vécu un cancer, vous allez avoir tous ces problèmes-là parce que ce n'est pas le cas en fait. La majorité peuvent vivre seulement des petites partielles de ça et très, très bien fonctionner. Le but, c'est d'améliorer encore mieux notre qualité de vie et de trouver des mécanismes de défense et de coping face à ces problèmes-là. Le coping, c'en est une, et 2 mécanismes ont été identifiés dans une étude que je trouvais très intéressante. On parlait de l'approach coping, qui est une stratégie qui va correspondre justement à confronter le stresseur. Ça a été démontré que quand on était plus proactif, plus en action, qu'on était plus affirmatif face à notre situation de stress, qu'on avait des meilleurs outils et des meilleurs résultats dans la gestion d'une situation stressante. Tandis que le avoidance coping, qui est une stratégie de coping un petit peu plus passive, un petit peu plus désengagée, qui vise justement à s'éloigner de notre stresseur plutôt que l'affronter, a été corrélée avec une moins grande capacité à passer à travers une épreuve. Donc, un des messages clés, c'est quand on vit une situation stressante, que ce soit après le cancer également, qu'on est confronté à un autre stresseur, c'est de le reconnaître comme étant un stresseur de vie, puis d'agir sur ce stresseur-là, de s'arrêter un instant et de le reconnaître. Et maintenant, bien, c'est sûr que moi, une des choses que je trouve qui est importante, c'est de savoir s'outiller face à ces défis-là, justement, pour le retour aux activités professionnelles et académiques, mais également dans l'ensemble de nos problèmes, de nos sphères de la vie, en fait. Une des stratégies que je trouve qui est importante, c'est de compartimenter. Alors, comme je dit plus tôt, tout n'est pas attribuable au cancer, mais le cancer est un précipitateur pour beaucoup de choses. Donc, de savoir mettre dans des boîtes certaines choses, de dire, bon, ça c'est tout à l'heure, j'avais le schéma des sphères de la vie. On a l'aspect relationnel, l'aspect familial, l'aspect du travail, l'aspect de la santé physique. Tout ça, c'est comme des petits compartiments. Puis c'est interrelié, mais parfois, ça peut valoir la peine de laisser les choses dans des boîtes, de dire, bon, là, le problème que je vis au travail présentement ou dans ma réintégration à mes études ou dans mes attentes, est-ce que c'est vraiment lié à ma maladie ou est-ce que c'est plutôt juste lié à une compétence que j'ai besoin d'aller acquérir ou j'ai besoin de mieux m'adapter face à ma situation donnée? Donc, de compartimenter et de dire, d'attribuer au cancer ce qui lui est attribuable et de ne pas attribuer au cancer ce qui ne lui est pas attribuable, nous aide beaucoup à diminuer le poids sur cette maladie-là, puis d'enlever un petit peu sur nos épaules le pourquoi moi, pourquoi j'ai eu cette maladie-là. Le deuil également. Et ça, c'est toujours un petit peu... c'est toujours un petit peu étrange de parler du deuil parce qu'on n'a pas perdu quelqu'un. On n'a pas perdu un proche, pas personne n'est mort, on a survécu. Mais on a perdu une partie de nous-mêmes dans cette maladie-là. Et ce n'est pas une perte nécessairement qui est facile à comprendre pour les gens autour de nous. Il y a une partie de nous qui s'est perdue dans tout ça pour se reconstruire plus tard. Et donc, un processus de deuil, de la même façon que lorsqu'on perd quelqu'un, peut s'imposer avec toutes les étapes, des étapes cycliques de colère, d'acceptance, de déni, toutes ces étapes-là qui viennent en cycle et qui se revivent encore et encore jusqu'à temps que ce soit moins présent, comme dans un deuil normal, peut s'attribuer très facilement au cancer également. D'avoir un plan d'avenir, d'avoir une vision pour soi-même, c'est probablement une des stratégies qui, moi, personnellement, m'a plus aidé à passer à travers ma maladie. Pourquoi? Parce que quand on a une vision pour soi-même, puis qu'on entrevoit un avenir positif, ça nous permet de mettre plus derrière nous l'épreuve difficile qu'on vient de passer. Et pour faire ça, ben, c'est important de revenir un petit peu en arrière et se dire c'est quoi que je voulais, puis maintenant c'est quoi que je veux. Parfois, le cancer n'est pas nécessairement négatif dans la mesure où ce qui peut nous avoir aidé aussi à mieux nous redéfinir puis nous découvrir dans cette étape de notre vie où on se découvre en tant que jeune adulte. Et donc, ça nous permet également de faire des réalisations plus tôt que d'autres personnes qui n'auraient pas été malades avaient fait plus tard dans la vie. Donc, moi, je pense que c'est un aspect qui est très positif également. Et donc, d'avoir cette vision pour soi-même, puis nous aider à passer à travers l'épreuve, donner un sens à l'épreuve également.
Et là, c'est là où que chacun d'entre nous avons nos rêves, nos capacités. Il y a des choses qu'on voulait faire avant la maladie qui peut-être vont être renforcées. Et peut-être que ces choses-là vont nous permettre également de donner un petit peu plus de sens à la maladie qu'on a vécue. J'ai vu des gens qui se sont beaucoup impliqués dans la cause, mais ce n'est pas nécessairement toujours de s'impliquer dans la cause. D'avoir vécu une expérience très traumatisante nous permet aussi d'acquérir une grande empathie vers les autres personnes. Et parfois, cette empathie-là, puis dans la vie de tous les jours, peut nous aider à donner un petit peu de sens, de signification à cette épreuve. De développer sa résilience, mais comme on l'a dit plus tôt, c'est pas un processus qui est linéaire, c'est pas un processus qui est statique dans le temps, c'est dynamique. Puis il faut savoir se connaître, puis connaître ses forces et ses faiblesses pour savoir agir sur ses forces pour trouver des mécanismes d'adaptation. Donc, de développer sa résistance dans les autres sphères de la vie qu'on va aborder après la maladie et de prendre exemple sur la résilience qu'on a eue pendant la maladie est une bonne façon de donner également un sens à la maladie et de pouvoir aborder les défis subséquents. L'empowerment, mais je pense que c'est important d'en parler parce que la maladie, c'est quand même une perte de contrôle. Il n'y a personne qui l'a demandé, il n'y a personne qui l'a cherché. Puis, elle nous a forcés à avoir des traitements, parfois à devoir abandonner certaines choses qui nous tenaient à cœur. Ça a été une perte de contrôle. Et donc, le regain du contrôle après la maladie est une façon aussi de se détacher de cette épreuve-là difficile. Comment est-ce qu'on peut regagner le contrôle? C'est d'investir dans les choses qui sont importantes pour nous. Une fois qu'on les a redéfinies puis qu'on les a identifiées et qu'on décide d'investir en ça, on peut prendre des actions qui sont de notre plein contrôle. Ce qui est important de comprendre, c'est que on ne peut pas avoir le contrôle sur tout dans la vie. Puis il y a des choses qui ne vaut pas la peine d'investir quand on ne sait pas si notre contrôle est vraiment là. Par exemple, de se dire, ben moi, je ne serai plus jamais malade, c'est un petit peu... on ne peut pas se dire ça après la maladie parce que ce n'est pas quelque chose dont on a le contrôle. Il faut accepter un petit peu, il faut accepter que la vie, elle est remplie d'incertitudes. Parfois, c'est des bonnes surprises, parfois, c'est des moins bonnes surprises, mais d'aller agir là où on peut agir. Puis également, dans l'organisation de notre prise en charge, dans nos suivis de soins, c'est une façon de prendre le contrôle pour soi physiquement également, mais de reprendre également des bonnes habitudes de vie, d'investir dans notre propre santé physique, c'est une façon d'avoir de l'empowerment. Puis d'être indulgent, parce que c'est une expérience qui était très, très significative, très difficile. Il faut savoir être indulgent envers soi-même. Il faut savoir se dire que c'est correct d'avoir des moments où c'est plus difficile, où on décide d'avoir un step back, puis d'être moins fort un petit peu, mais d'avoir des moments également où on se dit, ben moi, j'accepte que pour moi-même, je décide de reculer sur certaines choses pour aller de l'avant dans d'autres choses. Donc, l'indulgence, c'est quelque chose qui vous permet également d'être plus résilient, puis d'aborder votre cancer avec votre après-cancer, en fait, avec plus de force. Moi, ce que je trouve important également, c'est de parler du positivisme, parce que beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu des proches vous dire soyez positif après la maladie, ayez une attitude positive envers la vie. Je trouve que c'est toujours un petit peu drôle parce que, je veux dire, pour une personne qui a vécu une expérience traumatique, on est tellement au courant que la vie peut être composée de mauvaises surprises et d'événements très, très difficiles et très tapants. Donc, d'aborder la vie en se disant mais je vais être positif puis qu'il n'y a plus rien d'autre qui va arriver, c'est un peu difficile pour une personne qui s'est déjà fait frapper par ça. Par contre, d'être réaliste et de se dire ben, j'accepte qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais je continue de vivre ma vie en me disant que même si ces choses-là vont arriver, je vais avoir la résilience et les capacités pour passer à travers et je décide de faire cette vie-là sans penser constamment que ça peut être mauvais, qu'il peut y avoir des choses difficiles. Pour moi, c'est plus réaliste que d'être simplement positif là, dans un ensemble global. Donc, je pense que d'avoir un certain réalisme face à la vie après le cancer nous permet de mieux l'aborder. Puis, pour finir, je pense que c'est important de savoir que la survie vient également avec un certain pouvoir. Hein. Si vous avez survécu quelque chose, c'est que vous êtes dangereusement fort et forte pour pouvoir traverser d'autres épreuves et d'autres problématiques dans le futur. Donc, il
une personne qui a survécu est une personne qui sait comment survivre. Donc, mais il faut savoir vivre aussi après la survie. Et moi, une des choses que je trouve qui est importante, en fait, c'est vous savez, personnellement, j'ai dû m'arrêter dans mon parcours moi-même. J'ai été freinée par la maladie, mais bon, à la fin, je me suis rendue exactement là où je voulais me rendre. J'ai dépassé mes limites. Même, je pense que je me suis rendue plus loin que ce que je pensais aller, d'où l'analogie de la tortue et du lièvre. Mais pour moi, c'est un petit peu, ça représente un petit peu plus, ça représente plus que d'un point de vue très personnel. Pour moi, la tortue, la vitesse du lièvre représente ou symbolise un petit peu la rapidité dans laquelle le cancer se développe. Les cellules prennent de l'expansion rapidement, la maladie prend de l'expansion rapidement. Puis la lenteur de la tortue symbolise pour moi le temps que ça prend pour les avancées en recherche, pour nous permettre de contrer un petit peu cette propagation, cette vitesse rapide du cancer. Donc, mais à la fin de la journée, puis on le voit très bien aujourd'hui avec les nouvelles thérapies, c'est qu'on finit par nos percées scientifiques à freiner un petit peu la maladie. Donc, c'est important pour moi de vous dire d'utiliser cette tribune que vous avez comme survivant et le pouvoir de la survivance pour faire avancer notre cause. Puis je pense que ça passe indéniablement par la recherche. Et donc, d'investir dans cette recherche-là, que ce soit en parlant de votre expérience autour de vous, puis en conscientisant les autres autour de vous qui ne sont pas connus cette expérience-là qui peut eux-mêmes, personne n'est à l'abri de la maladie à la fin de la journée. Hein. Le cancer est une maladie qui est très, très prévalente. C'est la maladie du siècle. Et donc, en investissant dans la recherche, on permet d'aller plus loin dans nos avancées puis de guérir les malades de demain. Donc, j'espère que pour vous, ça a été instructif. J'espère vous avoir aidé à travers ce webinaire. Puis, je remercie la Société de lymphome et le CIMI de m'avoir permis de vous parler aujourd'hui. Puis, j'attends vos questions. Nous te remercions sincèrement, Yasmine, d'avoir partagé ton expérience, puis ainsi que tes réflexions sur la vie après le cancer. Nous prendrons maintenant des questions d'ordre général ou commentaires à propos de la présentation de notre conférencière. Donc, vous pouvez utiliser la fonction chat pour poser vos questions ou faire des commentaires par rapport à la présentation de Yasmine. Okay, j'ai une première question. À quel moment as-tu senti que tu reprenais le contrôle sur ta vie après le cancer? Ah, c'est une bonne question. Ça n'a pas été immédiat. Hein. Moi, j'ai recommencé l'école peu de temps après, après ma dernière chimiothérapie. Je suis retournée au cégep. Mais le contrôle, vraiment, ça a été peut-être 2 ou 3 ans après. Je dirais, quand j'ai commencé mon baccalauréat, que j'étais un petit peu plus stable dans ma vie, j'ai senti vraiment que j'avais un plus grand contrôle. Mais c'est venu également au même moment où j'ai décidé de façon très consciente de lâcher prise sur cette expérience négative. Puis j'ai décidé de me dire, je vais le voir comme une expérience plus positive dans le sens où qu'est-ce que ça m'a apporté comme individu? Comment est-ce que je vais utiliser justement ces mécanismes de résilience-là que j'ai eu pendant la maladie pour faire face là, à mes prochains défis là, dans ma vie de tous les jours? Mais je dirais que ça fait à peu près 2 ou 3 ans. Merci. Quel a été le moment le plus difficile de ton parcours avec le cancer? Le moment le plus difficile, je disais souvent avant que c'était les premiers 6 mois après la maladie. Non, probablement le 1 an après la maladie, après les traitements. Ça n'a pas été pendant, bizarrement, ça n'a pas été, ou paradoxalement, ça n'a pas été pendant les traitements. Pendant les traitements, je pense que j'étais tellement en état de survie que je faisais juste avancer comme quelque chose d'automatique, un petit peu quelque chose de là. En fait, je pense que c'est plus au niveau de la prise de conscience de tout ce qui est arrivé. Puis ça s'est rapporté à être autour de 6 à 12 mois après la fin du traitement. Merci. Penses-tu qu'on peut se sentir normal à nouveau après le cancer? Il y a un mot qui a été manqué dans la question. Pouvez-vous répéter la question? Penses-tu qu'on peut se sentir normal à nouveau après le cancer? Ben ça, c'est une très bonne question parce que j'avais tendance à vouloir personnellement me retrouver.
Puis, ce que j'ai compris à travers le temps, c'est qu'on ne se retrouve pas après le cancer parce qu'on est une personne différente. Donc, on se redéfinit plutôt. Puis, il faut savoir que dans le groupe d'âge dans lequel on est, c'est un processus normal aussi d'apprendre à se connaître et de se définir comme jeune adulte. Donc, c'est comme une double tâche pour un survivant de cancer de faire ce cheminement d'un jeune adulte normal d'apprendre à se connaître et de se définir, tout en essayant de se redéfinir sur des bases qu'ils ont changé après une maladie ou après l'expérience significative qu'est la maladie. Donc, je pense que le terme de normalité ne s'applique pas. La minute qu'on a eu une maladie aussi importante qu'un cancer, si on voit les choses comme étant normales, anormales, on va toujours se sentir dans le pôle anormal. Parce que d'avoir un cancer, c'est pas ce qui est commun, c'est pas la normalité par rapport à notre pôle d'âge. Alors, de redéfinir la normalité puis de se dire, mais moi, au lieu de voir comme quelque chose, au lieu de me voir comme étant normal ou anormal, si j'essaie de me redéfinir comme individu, en prenant un petit peu de ce que j'ai appris du cancer, en prenant de ce que j'avais avant, puis en prenant de ce qui s'en vient, ben ça crée quelque chose de moins lourd autour de la maladie, puis de moins aussi comparatif face aux autres personnes. Donc, je dirais de travailler sur le terme de normalité, puis de se redéfinir. Merci. Nous te remercions encore une fois, Yasmine, pour ton excellente présentation. Nous vous ferons parvenir un formulaire d'évaluation. Il est important de le remplir afin de nous aider à mieux répondre à vos besoins. Surveillez notre site Internet afin de connaître les dates des prochaines webdiffusions à sllcanada.org/webdiffusion. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée.